Il n'y a rien de plus naturel que la mort, et pourtant c'est l'étape que tout organisme essaye de repousser au maximum. L'intelligence collective humaine a réussi son pari d'augmenter l'espérance de vie mondiale ces derniers siècles. Mais avec les grandes avancées de l'informatique et de la science viennent des rêves encore plus fous, et parmi eux l'immortalité digitale. L'immortalité en elle-même est un concept qui remonte à loin dans l'histoire, et jusqu'à il y a quelques décennies, on pensait à l'immortalité biologique, c'est-à-dire le fait de vivre le plus longtemps possible dans nos enveloppes corporelles. De grandes idées, toutes plus farfelues les unes que les autres, se sont démocratisées. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ces riches américains qui se font cryogéniser après leur mort, dans l'espoir que les avancées de la science leur permettent de revenir à la vie plus tard. Le problème majeur de l'immortalité biologique, c'est la complexité du corps humain, avec ces innombrables processus qui sont faits pour qu'on vive et puis qu'on meure. Avec l'avancée des technologies de l'information, une nouvelle possibilité s'est ouverte à l'humanité, l'immortalité digitale. L'atteindre demanderait deux avancées majeures. La première serait de pouvoir simuler toute l'activité du cerveau en temps réel, et la seconde de pouvoir comprendre et transférer la conscience d'un corps vers un avatar informatique. Mais déjà, sur quoi on se base pour dire que ce serait possible ? Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Essentiellement, il y a deux camps. Il y a le camp des déterministes, qui pensent que la simulation du cerveau est possible avec assez de puissance informatique, car le cerveau pourrait être réduit à une liste finie de neurones et de synapses. Dans ce cas, il suffirait de pouvoir simuler toutes les relations entre les neurones et les synapses, afin de recréer parfaitement un cerveau humain de manière digitale. L'autre camp, moins dominant actuellement dans la pensée scientifique, est celui qui pense que le cerveau est relativiste, c'est-à-dire qu'il y aurait des procédés et des fonctionnements du cerveau qu'on ne pourrait absolument pas simuler avec des machines de Turing, autrement dit nos ordinateurs modernes. Si on est déterministe pour le cerveau, en général ça veut aussi dire qu'on l'est sur tout le reste, et c'est avec ce type de pensée que des scientifiques essaient de simuler toujours plus d'activité cérébrale avec le temps. En 2006 par exemple, le projet Blue Brain a réussi à simuler la colonne corticale d'un rat, c'est-à-dire la plus petite unité de processus d'information du néocortex. Le néocortex, c'est 7 parties du cerveau. Le raisonnement est simple, si on arrive à simuler toutes les interactions entre tous les neurones et les synapses de la colonne corticale, on arrive essentiellement à simuler une très petite partie du cerveau. En étendant ce raisonnement à la simulation de tous les neurones et tous les synapses, on pourrait simuler l'activité du cerveau humain. Et c'est le but du Human Brain Project, une initiative européenne lancée en 2013 et qui compte déjà plus de 500 scientifiques qui travaillent sur la simulation de notre cerveau. Depuis 2018, on a aussi l'université de Manchester qui abrite l'initiative Spinnaker, un super ordinateur doté d'1 million de cœurs dont le but est de simuler l'entièreté d'un cerveau de souris. Pour se rapprocher du fonctionnement des neurones et des synapses, chaque cœur a la possibilité d'envoyer jusqu'à 72 bits d'information à n'importe quel autre. Les scientifiques faisant partie du projet Spinnaker savent très bien qu'ils ne pourront pas mapper l'entièreté du cerveau d'une souris. Ce qu'ils espèrent par contre, c'est de mieux comprendre comment les informations sont relayées dans leur cerveau et donc d'améliorer les efforts suivants. Malgré la taille de ces projets, on est encore loin de réussir à simuler le cerveau de quelque mammifère que ce soit. La raison principale pour les déterministes, c'est le manque de puissance informatique. Dans ce cas, il faudrait juste attendre d'atteindre la puissance et l'optimisation nécessaires, ce qui pourrait prendre des décennies ou peut-être même plus. Le cerveau humain contient environ 100 milliards de neurones, et chacun de ces neurones utilise plusieurs milliers de synapses pour échanger des informations. Et évidemment, ce serait trop facile si le nombre de synapses ne variait pas entre les différents types de neurones. Par exemple, les cellules de Purkinje ont jusqu'à 200 000 synapses, tandis que d'autres neurones en ont moins de 1000. Réussir à simuler tout ça avec nos ordinateurs actuels est tout bonnement impossible. Quoi qu'il arrive, si l'immortalité digitale est possible avec la vision déterministe, ce ne sera pas avant plusieurs décennies, mais au moins on aura la possibilité d'y arriver. Parmi les autres problèmes, on retrouve, comme j'ai dit plus tôt, la présence de processus du cerveau qui sont vraiment difficiles à recréer sur nos ordinateurs. Par exemple, le champ des neurosciences, sur ces dernières décennies, a commencé à comprendre qu'une grande partie de la cognition repose sur l'inférence bayésienne, c'est-à-dire un modèle de probabilité qui change constamment en fonction des informations, des stimuli et de toutes les petites choses qui font que deux humains n'auraient pas les mêmes réactions face aux mêmes situations. Je vais vous donner un exemple très simple. Un lancer de pièces. On sait de prime abord que la probabilité qu'on tombe sur pile est de 0,5 et la probabilité qu'on tombe sur face est de 0,5 aussi. Mais en réalité, c'est pas ce qui se passe dans notre cerveau quand on jette une pièce.
En fonction des croyances, des préjugés, des espérances, des mouvements des yeux et de plein d'autres choses, ces probabilités ne sont absolument pas égales à 0,5 pour notre cerveau. Maintenant, il faut imaginer que ce genre de probabilité élastique, entre guillemets, régit la majorité de nos pensées et de nos choix, de nos interactions avec le monde. Pour qu'un ordinateur réfléchisse comme un humain, il faut que ces calculs de probabilité aient une certaine élasticité. On ne peut pas avoir un esprit réellement humain avec des probabilités au sens mathématique dur que l'on croit comprendre. En plus de ces probabilités bayésiennes, on a découvert de nombreux processus analogues dans le cerveau. Qui dit analogue dit qu'une machine simulant le cerveau humain ne pourrait pas être totalement digitale. Le digital, il peut simuler l'analogue, bien sûr, mais le but d'une simulation du cerveau, c'est d'atteindre le même niveau de complexité qu'un humain, pas des fausses copies de quelques-uns de ses aspects. C'est là que se pose la question qui tue. Est-ce qu'on doit avoir une approche relativiste du cerveau ou pas ? Parce qu'imaginer qu'on puisse coder tous les détails minimes et complexes de notre fonctionnement semble quand même assez présomptueux. Dans le champ des neurosciences cognitives, il y a un mouvement grandissant de chercheurs qui pensent que trop d'aspects du cerveau sont relativistes pour que notre façon de programmer actuelle n'arrive à le simuler. Je cite Joaquin M. Foster de l'Université de médecine de Los Angeles qui a 50 ans d'expérience sur le sujet. Un ordinateur devra avoir de la mémoire distribuée. Dans le cerveau, surtout dans le cortex, l'information cognitive est contenue dans un système complexe de réseaux neuronaux distribués, interactifs et se chevauchant, formés par les règles de Hub, c'est-à-dire l'association entre des saisies se coïncidant temporellement. Le code cognitif est donc essentiellement relationnel ou relativiste. Pour simplifier un peu ça, l'interconnectivité entre les différents réseaux neuronaux du cerveau sont si complexes et leur fonctionnement, quand ils sont connus, tellement éloignés de la logique de programmation par ordinateur, que l'approche relativiste semble inévitable. Après une argumentation que j'ai trouvée sacrément convaincante et que je vous mettrai dans la description de la vidéo, ce même chercheur en conclut que nos méthodes actuelles pour représenter le connectome, c'est-à-dire l'imagerie entière des connexions neuronales du cerveau, sont inadéquates face aux rouages qui font de nous des êtres humains. Bon, passons à la barrière scientifique et imaginons que l'immortalité digitale arrive. Sous quelle forme ? Pour moi, il y en a 3. La première, c'est celle qui semble être la plus simple. Alors en soi, elle l'est pas, mais comparée aux deux autres, si. L'immortalité digitale pourrait arriver sous la forme d'une sorte de coma artificiel, dans lequel on pourrait nous plonger et prendre le contrôle des parties de notre cerveau nécessaires pour nous donner l'impression de vivre une autre vie. Si je vous dis que c'est la plus simple, c'est surtout parce qu'avec ce type d'immortalité, on n'a pas besoin de transférer la conscience, on est plutôt sur une utilisation volontaire du cerveau. On peut d'ailleurs imaginer que notre relation au temps serait différente aussi, parce que si on contrôle les parties du cerveau qui créent notre rapport au temps, rien ne nous empêche de faire croire à la personne dans son coma qu'elle vit plusieurs mois en quelques heures ou quelques jours. Ce serait une façon de prolonger la vie consciente la moins invasive, sans prolonger la vie biologique, sans créer de copies du cerveau et surtout sans avoir à transférer la conscience. La deuxième forme d'immortalité digitale arrive quand on a la technologie pour entièrement copier un cerveau et une conscience, mais sans transférer la conscience. C'est là que, éthiquement, ça devient très compliqué. Essentiellement, on serait face à la création d'un clone digital de nous-mêmes. Si j'arrive à mapper votre cerveau et que je le copie sur une sorte d'avatar virtuel, ou même dans le disque de données d'un robot, je fais juste une copie de vous, qui va avoir les mêmes souvenirs, les mêmes croyances, les mêmes expériences, et une impression d'être réel aussi forte que la vôtre. Mais vous, votre propre conscience d'exister, elle n'aura pas bougé de votre corps physique, ce sera une copie conforme. Donc oui, pour ceux qui vous entourent, cet avatar ou ce robot maintenant immortel sera vous, mais vous ne serez pas lui, et votre conscience mourra avec votre corps. Les problèmes éthiques sont multiples avec cette forme d'immortalité. Déjà, est-ce que vous êtes prêt à laisser une copie de vous dans ce monde, qui certes agira comme vous auriez agi dans le futur, mais que vous ne pourrez jamais vérifier ? Vous, en tant que tel, ne pourrez pas continuer à vivre. La troisième forme est celle qu'on imagine le plus en parlant d'immortalité, c'est-à-dire le transfert, et pas la copie, de votre cerveau et de votre conscience vers un avatar ou un robot. En gros, vous faire passer dans le monde digital. Un monde où votre seul risque de mourir serait qu'on vous efface, qu'on vous débranche ou qu'on détruise les serveurs sur lesquels vous êtes. Un monde où les problèmes physiques n'existeraient plus, parce qu'on pourra simplement vous programmer de telle sorte à ne pas ressentir la douleur, le deuil ou la tristesse. Évidemment, tout ça serait customisable, ce sera en fonction de la volonté de chacun. Peut-être que vous voudriez être dans une sorte de grand serveur avec plein d'autres humains qui auraient fait cette même transition, y compris vos parents, vos enfants, vos amis.
Ou vous pourriez demander à ce qu'on vous mette dans un monde rempli d'avatars réalistes, mais sans conscience, sans libre arbitre. Je pense que vous voyez à quel point les portes s'ouvrent avec ce genre d'idée. Ce serait vous, réellement vous, qui ne mourrez jamais. En fonction de vos idéaux et de vos croyances, je suis peut-être en train de décrire votre vie parfaite ou au contraire, quelque chose qui enlèverait tout le sens à votre vie. Le sens de la vie, c'est quelque chose de personnel, mais il y a de grandes chances qu'on soit d'accord si je vous dis que le sens de la vie ne peut être rempli que pendant la vie. Si elle devient sans fin, est-ce qu'on perd de notre humanité ? Si vous pensez que l'exploration spatiale, par exemple, c'est un des buts de l'espèce humaine, ce genre d'immortalité accessible à tous risquerait de fortement limiter notre exploration de l'univers. Et oui, si on peut tous avoir accès à notre petit paradis personnel jusqu'à la fin des temps, pourquoi essayer de chercher ailleurs ? Pourquoi essayer de coloniser ? Après tout, chaque humain qui rentrerait dans cette espèce de paradis digital, avant d'avoir des enfants, ralentit aussi l'expansion de notre espèce. Et puis, est-ce qu'on a besoin de plus d'espace, d'autres planètes, si on peut réduire notre impact sur la Terre à quelques disques durs, quelques serveurs ? Parmi la montagne d'autres problèmes qui accompagnent l'accès à l'immortalité digitale, il y a le fait que ça pourrait d'abord être utilisé par les ultra-riches, puis les gens aisés, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment, il ne reste presque plus que des pauvres sur Terre, à vivre et à mourir dans leur enveloppe corporelle, pendant qu'une autre partie des humains sont plongés dans un tout autre type de réalité. Quelle vie auraient ces gens jusqu'à ce qu'on puisse offrir l'immortalité à tout le monde ? On peut même aller plus loin et voir les différences entre une immortalité digitale dans un monde virtuel contre celle par exemple dans le corps d'un robot. Dans le monde virtuel, il faudrait une régulation importante de ce qu'on peut et ne peut pas faire. Parce que si on a la possibilité de programmer ou de décider les moindres détails de notre réalité virtuelle, qu'est-ce qu'on fait des gens qui en profiteraient pour assouvir leur pulsion immorale ? Et d'ailleurs, si c'est un réseau mondial, qui décide de ce qui est immoral ou pas ? Est-ce qu'on fait ça selon les sociétés occidentales, orientales, selon les mœurs français ou indiens ? Et de l'autre côté, si on transfère les cerveaux dans des robots, la liste est tellement longue. Qui sait de quoi seront faits les robots ? Qu'est-ce qu'on leur donne comme droit ? Est-ce que les corps robotiques peuvent être réquisitionnés pour un effort de guerre sans le consentement du cerveau simulé ? Les inégalités face à la force d'un corps robotique seraient énormes, donc on peut s'attendre à des actes de violence entre humains de chair et humains robotisés. En plus, si ce qu'on veut atteindre c'est l'immortalité, il faut s'assurer que la conscience ne soit pas stockée physiquement dans le robot, parce qu'il suffirait de les détruire pour tuer réellement la personne à l'intérieur. Ça sous-entend que les consciences seraient stockées sur d'autres serveurs. Mais sous quelle forme ? Est-ce que ce serait sur un serveur local ou sur un réseau, sur le cloud ? Est-ce qu'on pourra pirater les consciences simulées, changer leurs paramètres d'agression, d'intelligence, de cohérence ? Si un jour l'humanité arrive à ce stade de développement, la régulation sera impérative. On sait que pour la majorité des technologies de l'information, il arrive un moment où tout le monde s'en empare, où une seule personne peut avoir les connaissances et les outils pour causer de gros problèmes. Est-ce que l'humanité sera capable de réfléchir à ce genre de technologie comme on réfléchit aujourd'hui à l'arme nucléaire ? Après tout, en 2020, il y aurait seulement 9 pays possédant des armes nucléaires. Pourtant, la technologie est là depuis 1945, mais l'humanité a reconnu le danger et a redoublé d'efforts pour éviter une prolifération mondiale des ogives nucléaires. Avec l'immortalité digitale, les conséquences sont plus pernicieuses. Ça ouvrirait la porte à un monde encore plus inégalitaire, potentiellement plus violent, moins explorateur, découvreur, et où tout un chacun pourrait se retirer des problèmes de la vie quotidienne dans des paradis simulés, jusqu'à ne plus vouloir retourner dans la réalité de notre monde.